たのかなと思ったんですけど、あれは知らねえじゃん。おい大丈夫かお前。眩しくて怖いのよ、日の光が。Salut les auditeurs et bienvenue à un nouvel épisode de Furio Max, le podcast où l'on parle du niche tout droit venu du soleil levant. Moi c'est Xavier et à mes côtés Baz. Salut mec. Yo, comment ça va? Bah écoute, ça roule, surtout que là, on enchaîne déjà, ça fait pas longtemps qu'on a parlé justement de Samurai avec Lone Wolf and Cub, et là on revient en force avec, franchement je dirais, ça va peut-être être l'épisode qui symbolise le plus nos sujets. On revient donc avec le film de 77 qui s'intitule House, ou plutôt à la japonaise, Baz. House. Alors mec, t'es chaud ou quoi pour le faire celui-là? Je suis super chaud. Franchement, je suis vachement content aussi parce que là, ça on aura l'occasion de l'expliquer en long et en large. Hein. Mais c'est vrai que jusqu'ici, dans les 4 premiers épisodes de Furio Max, à chaque fois, on a quand même plutôt pris un film qui représentait un genre bien particulier, tu vois, un genre défini. Genre là, par exemple, la dernière fois, c'est vrai que c'était le film de samouraï, hein, le Chambara. Et puis là, pour une fois, il n'y a pas de genre, quoi. C'est-à-dire que House, tu ne peux pas le mettre dans une catégorie vraiment, c'est au-delà du genre, quoi. Je peux te relever sur ce défi, je peux essayer? Ok, vas-y. Ok, expérimental, psychédélique, magique, réaliste. Alors réaliste, t'es sûr? Le terme magical réalisme, qui est un terme anglais pour le cinéma, qui veut dire en fait c'est des films qui se passent dans la réalité, ce qu'on dit bien donc le contemporain d'époque où c'est filmé, mais avec quelques éléments magiques. D'accord, tu vois je connaissais pas ce terme. Voilà, donc d'où le truc pas trop long à dire quoi, expérimental, psychédélique, magical réaliste. J'allais dire on dirait un animé Magical Girl. Mais oui c'est ça, moi aussi ça me faisait penser à un truc d'animé Magical Creamy, je sais pas quoi. Mec, tu te rends compte de ce que je viens de dire? Attends, ça fait Magical Girl, on va parler d'un film avec 7 filles qui sont chacune distinguées par leur stéréotype. Mais attends, mais là, les coïncidences sont incroyables. Attends, pas tout de suite. Ok, tout ce qui manque, c'est des transformations, et voilà, presto, quoi. Ouais, et on les a presque. On y reviendra, mais on y est quasiment. Oui, mais carrément, c'est vrai, on les a quasiment... Ah là 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 là. Ok, bon, écoute, sans plus tarder... Allez, je propose qu'on ouvre la porte de la maison hantée et qu'on y rentre direct. Bruit de porte grinçante. Tu devrais prendre ta voix et ajouter un écho dessus, moi je trouve parfaite. Alors, Houseu est un film japonais de 1977 réalisé par Nobuhiko Obayashi qui est décédé l'année dernière en avril 2020. Alors, le film est écrit par Chiko Katsuha, mais c'est basé sur une histoire courte de Shigumi Obayashi. Donc Shigumi qui est bien sûr la fille du réalisateur Nobuhiko. Et là, surprise, puisque si jamais on regarde sur internet, on se rend compte que à l'époque de l'écriture du film, en fait sa fille, elle avait genre 10-11 ans, quoi. Elle était super jeune, donc là tu te dis mais what the fuck. Ouais, c'est assez intéressant, quoi. Et puis ça va se sentir absolument dans le film qu'on a vu. Alors le casting, on vient de dire, on a 7 Magical Girls. Je corrige, 7 filles. Alors on a Gorgeous qui est jouée par Kimiko Ikegami. On a Miki Jinbo qui joue Kung Fu. Je dirais que c'est un peu le fan favorite de ce film pour beaucoup de gens sur le web. Est-ce que ça a un rapport avec le fait qu'elle est plus dénudée que les autres? C'est vrai qu'elle est en slip les 3/4 du temps. Bah ouais. Alors, Kumiko Oba qui joue Fantasy. Après, nous avons Aya Matsubara qui joue Professeur. Mieko Sato qui joue Mac. Eriko Tanaka qui joue Melody et Masayo Miyako qui joue Sweet. Alors là, comme vous avez vu, le nom de nos personnages va absolument tout dire sur l'aventure.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce réalisateur, donc Nobuhiko Obayashi? Ouais, c'est vraiment intéressant la vie qu'a eu Obayashi justement avant sa carrière dans le cinéma en tant que réalisateur. Donc Obayashi, en fait, il est né à Hiroshima en 1938. Son père était médecin de guerre et bien sûr, dès que la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il a été conscrit dans l'armée, envoyé au front, mais il reviendra indemne vers la fin de la guerre en 1945. Bien sûr, en connaissant l'histoire, c'est à son retour qu'il y a eu donc la bombe nucléaire qui fut lâchée sur Hiroshima. Et tristement, Obayashi a perdu un grand nombre de sa famille, ses amis, mais ainsi que les lieux et les endroits qu'il fréquentait. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ce n'est pas pour rien que dans le film House, il y a un passage où on a des images d'archives de la fameuse explosion nucléaire. Alors les images en question, c'est pas forcément Hiroshima particulièrement, mais enfin en tout cas, on voit une bombe atomique exploser dans le film, quoi. Ouais, absolument. On va voir de toute façon que son passé avec Hiroshima va énormément marqué ce film à Ozu. Alors ce triste traumatisme marquera bien sûr sa carrière et son travail pendant des années à venir, comme je disais, ce qui fera de lui quand même un grand réalisateur, bien productif au Japon. Et puis Basile, ce qui nous amène en fait donc à la réalisation de Ozu. Ouais, c'est ça, il faut un petit peu expliquer le contexte dans lequel le film s'est fait, parce que c'est un projet au long cours, il n'a pas été simple à réaliser, donc je te laisse commencer. On est dans les années 70, on est vraiment dans une révolution avec un énorme mélange culturel occidental au Japon. C'est pas du tout des mêmes générations. Il y a un gap de différence entre le traumatisme de la Deuxième Guerre mondiale et la nouvelle génération des années 70 qui grandit dans la richesse et, comme je disais, dans le mélange de la culture qui vient de l'Amérique de l'Ouest. Alors, dans les années 70, justement, la Toho, le studio de production de réalisation de films cinématographiques. Un des major studios au Japon. Ouais, ça, absolument. On le voit beaucoup, bien sûr. C'est ce fameux logo des fuites de lumière à travers un objectif avec ce rond et on voit la typo au milieu de la Toho. Superbe. Ouais, il est vraiment super ce design graphique, vraiment très bien fait. Alors la Toho, en fait, elle perdait beaucoup d'argent parce que la production n'aboutait pas du tout au succès des années précédentes, qui étaient bien sûr les années où il y avait la production des films des kaiju, bien sûr Godzilla, Mothra et bien sûr la Gamera, la fameuse grosse tortue, mais il y avait aussi les films de Kurosawa qui bien sûr arrivaient à sa fin, il n'y avait pas autant de films qui étaient produits. J'imagine bien la rue de la Toho, ils se sont dit, bon, les mecs, il faut qu'on s'attaque à la nouvelle jeunesse, les années 70, qu'est-ce que c'est ? Eh ben, bien sûr, c'est l'époque du cinéma expérimental, et c'est là où ils remarquent, donc, ce jeune réalisateur, Obayashi, qui, à l'époque, créait des courts-métrages et des publicités à l'écran, sur la télévision, et ils se sont dit, bon, c'est exactement ce mec qu'il faut qu'on embauche, il est jeune, il est hip, tu sais, il est à la mode, c'est peut-être lui qui va relancer notre carrière. Et Basile, dis-moi ce qui se passe par la suite, une fois que Obayashi arrive dans la Toho. En fait, ce qui se passe, c'est que déjà, il y a quand même une adaptation qui est faite de ce script, mais en pièce pour la radio, un drama radio, comme on dirait au Japon. Et en fait, cette émission de radio, elle marche vachement bien. Et c'est ce qui finalement fait que la Toho va donner le feu vert pour ce projet-là. Donc en fin de compte, la Toho veut bien que le film se fasse et encore plus étonnant, finalement elle confie le poste de la réalisation à Obayashi. Et ce qui est amusant en fait, c'est que comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est un réalisateur qui vient à la fois du milieu de la publicité mais aussi du milieu plutôt du film expérimental. Donc ça fait que en fait il avait déjà un carnet d'adresses très fourni, et pour ce qui est du casting, en fait il s'est tourné tout naturellement vers des comédiennes en fait qui avaient tourné pour des pubs. Et c'est ce qui fait que on le voit très vite dans le film, en fait ce sont des comédiennes clairement qui sont à peine professionnelles, c'est-à-dire que leur jeu évidemment trahit le fait que ce sont pas des actrices vraiment avec une formation. Donc voilà, en gros c'était des nanas qui avaient tourné des pubs pour des détergents ou des trucs comme ça. Je suis étonné que ça soit pas justement des idoles. Des idoles, ouais, parce que le charisme de certaines, je me dis, dis donc, je me suis retrouvé à chercher en ligne, je me dis, mais ce serait pas des idoles C'est vrai qu'en fait, elle pourrait avoir un côté très idol, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. Donc finalement, le film se fait, le film se tourne après donc 2 ans à avoir un petit peu galéré, quoi. Mais bon, voilà, ça se réalise et ça se fait, et puis c'est ce qui nous livre un film, je pense, qui est un peu parmi les films les cultes du Japon les plus connus. C'est ça qui est drôle, c'est qu'en fait le film peut-être c'est pas forcément ce à quoi on s'attendrait, mais en fait le film a eu un gros succès à l'époque au Japon quand il est sorti, un gros succès public, pas un gros succès critique, il a plutôt été descendu en flèche à l'époque, mais c'est vrai qu'il a très bien marché,
Et en fait, c'est un réalisateur qui est plutôt connu au Japon, et c'est vrai qu'en Europe, il est un petit peu passé vraiment comme ça inaperçu, mais sur l'archipel nippon, en fait, ouais, c'est vraiment un mec qui est quand même plutôt connu en fait. Et le film notamment House, qui est un petit peu comme il a ce côté premier film un peu foufou, c'est vrai que c'est celui-là que tout le monde connaît, quoi. Et puis bien sûr, pour que ce film sorte du Japon et arrive chez nous, soit en Europe, soit en Amérique, qui d'autre que de compter un peu sur le distributeur qui vise toujours les films artistiques art house international, Janus Film, qu'on reconnaît bien sûr avec cette couronne je crois que c'est une monnaie romaine, non, sur leur logo. Ouais, c'est ça. Alors bien sûr, c'est art house parce que bien sûr les films de Ingmar Bergman, Federico Fellini, Kurosawa, François Truffaut. C'est le distributeur des films de répertoire, les films ultra classiques par excellence, ouais, c'est ça. Ouais. Donc ouais, Janus Film, bien sûr, qui s'occupe de distribuer Aozu. Ça devient le film culte international. Et je le précise, là, on parle de vraiment l'époque moderne, c'est-à-dire que là, le film, le moment où il a vraiment ressurgi en premier aux États-Unis, là, on est déjà quasiment dans les années 2010, donc c'est vraiment bien plus tard. Ah oui. Mais c'est aussi grâce à Criterion, donc Criterion Collection, qui va Aozu, qui fait une excellente remasterisation du film. Alors c'est vrai qu'on entend beaucoup de critiquer de remaster, oui, mais bon, on prend un DVD, voilà, on le fout sur Blu-ray. Non, Criterion, ils font ça bien, ils vont chercher le 35 ou le 70, ils font un rescan de la pellicule, un nettoyage, ils nettoient la bande-son, je veux dire, c'est vraiment une œuvre comme vous l'avez jamais vue, ou peut-être, tu sais Basile, j'allais dire comme effet, c'est un peu ce qu'on a en nostalgie, c'est jamais aussi beau ou clair que cela a été en réalité. Donc quand on regarde des œuvres ou des films dans les années 80 en VHS, on les voit toujours vachement beaux, clairs, mais quand on retrouve la cassette, on le fout dans le magnéto aujourd'hui, on se dit putain mais c'est dégueulasse quoi. Voilà, on s'est habitué un petit peu au 4K, on a un peu la génération pourri gâtée du cinéma. Donc on a fait Aozu de le voir, on a eu la chance tous les deux, mais on a bien sûr on a vu la copie Criterion. Ah de toute façon Criterion c'est le label de qualité, faut le dire comme ça. ねえ、ところでおしゃれな田舎ってどうなったから？おばさまってどんな人かしら？私のママとおばちゃまはとっても仲のいい兄弟だったんですって。おばちゃまに会ったのはその時だけ。 Eh ben Basile, je te propose qu'on trouve ce chat, qu'on l'ouvre et qu'on le décortique. Ce fameux chat blanc là qu'on voit déjà sur le poster du film là qui nous invite. Ouais, ce chat blanc qui, je pense que j'y reviendrai un peu plus tard, mais ce chat blanc qui représente pour Obayashi en fait la bombe nucléaire. Ah alors écoute, je connaissais pas du tout ce symbole, donc tu vas pouvoir nous en parler. Il y a quelque chose là-dedans, même quand on regarde le film, on va voir pourquoi bien sûr. Allons-y, Basile, on peut t'en parler du début. C'est quoi le concept du film? Voilà, si tu devais nous résumer le synopsis. Un synopsis, allez, c'est parti. Le synopsis, c'est l'histoire de 7 filles qui partent à la maison de campagne de la tante de l'une des personnages principaux, qui est donc Gorgeous. Et bien sûr, cette maison est hantée. Donc, c'est des fantômes qui ont besoin de manger cette jeunesse qui est vivante, qui est heureuse. Qui est insouciante, on peut le dire. C'est vraiment cette génération qui n'a pas connu la guerre. Elle est complètement optimiste. Optimiste, c'est le mot. Elles ont des rêves, elles ont de l'espoir, elles ont de l'optimisme, mais cette maison, c'est les extrêmes. Parce que pour tous leurs rêves, elle va leur livrer des cauchemars. Pour tout leur espoir, elle va leur donner du désespoir. Et bien sûr, pour tout leur optimisme, elle va les faire déprimer. C'est ça, et alors, c'est vrai que quand on parle comme ça du film, on a l'impression que c'est un film d'horreur classique, là quand on entend ce résumé, mais quand le film commence, vraiment déjà dans les premières minutes, quand on est avec ces personnages féminins, et on n'a pas du tout l'impression d'être dans un film d'horreur. En fait, dès le début, on est comme ça dans une sorte d'univers très coloré, c'est un début, disons très enjoué, avec une musique un peu niaise. On dirait... En fait, ça fait publicité, d'où le background de Obayashi. Mais oui, exactement, on se croirait un peu dans une publicité, c'est exactement ça, avec quelque chose qui fait très faux, qui fait très artificiel, mais en même temps c'est tellement assumé qu'il n'y a pas de problème, on a juste compris que, ok, ça va être comme ça, c'est vraiment complètement à l'extrême, et pourtant, alors le générique de début est très différent, parce que si tu te souviens bien, vraiment les premières images, là on n'est pas du tout là-dedans, il y a comme un jeu un peu subtil, tu
sais, avec un cadre vraiment complètement carré au centre de l'écran et puis des nuances comme ça de couleurs, d'abord vert, d'abord rouge. Donc on a plutôt le côté, si on peut dire, expérimental comme ça dans ces toutes premières secondes. Et après, on bascule, comme tu l'as dit, dans cette sorte de pub complètement niaise, hein, faut le dire, hein, voilà, avec ces comédiennes comme ça qui en font des caisses. Puis vraiment, en fait, on a l'impression qu'on est dans un film un peu pour enfants aussi. Hein, tu vois, il y a presque un côté un peu Teletubbies, mais version années 70, quoi. C'est très déconcertant, en fait, voilà, c'est ça. C'est dès le début, on est un peu déconcerté, quoi. Ouais, parce qu'on se retrouve avec nos deux personnages principaux, hein. C'est vrai qu'il y en a 7, mais on va se concentrer surtout sur 2, qui est donc Gorgeous et son ami plus proche, hein, qui est Fantasy. Fantasy, elle, c'est la maîtrise de la caméra, peut-être d'où son surnom, hein. Fantasy, voilà, elle vit dans la fantasy, elle veut symboliser ses moments, elle veut les photographier, bien sûr, toute la magie de la photographie, hein, de donner une émotion à quelque chose. Gorgeous, qui est belle, bah bien sûr, c'est le mannequin qui pose. Donc on voit tout de suite qu'Obayashi, il se dit, écoutez, moi je vais être sincère, hein, mes personnages, c'est des stéréotypes, c'est l'est absolument, hein, vu leur c'est nom, ça, et ça, c'est drôle, c'est drôle parce que ça aussi, alors il y va vraiment complètement franco, très vite. T'as dit le mot stéréotype, on peut même dire aussi archétype, hein. Ouais. C'est vraiment, il y a l'héroïne qui est comme ci, l'héroïne qui est comme ça, et même leurs noms sont complètement fantaisistes, c'est le cas de le dire. Elles ont vraiment des noms comme ça, toutes anglicisées, hein, tu l'as dit, hein, voilà, Gorgeous, Kung Fu, machin, etc. Et en fait, on a l'impression qu'on est limite, tu sais, comme dans des séries vraiment très classiques aussi, où dans le générique, en fait, on te faisait la présentation des personnages, tu sais, où t'avais genre un arrêt sur image sur le héros, l'héroïne, et puis il y avait son nom qui est marqué en bas, et ben voilà, là on est complètement là-dedans, et c'est vraiment ultra assumé, quoi. Et il y a un autre truc, Basile, qui est assez cool, t'en as parlé, c'est surtout l'art et le montage, la photographie qui est apportée à l'œuvre. Et ça commence tout de suite où c'est un plan dans un cadrage vidéo qui est fixe. Et une fois que le cadrage est à l'intérieur, on voit en fait qu'il va se raccorder le plan intérieur avec le plan extérieur qui sert de cadrage. J'ai adoré ça. Et t'as vu, ça a pris tout de suite, et le cadre qui était à l'intérieur devient donc bien sûr le cadre complet de l'image. Obayashi, j'ai l'impression que c'est l'animal spirituel de Wes Anderson. Ah, intéressant. Tu sais, chaque plan est vachement important, et donc il va apporter énormément d'importance, pendant que je vois que Obayashi, c'est une question, non, lui c'est un peu le tout, tu vois, il faut ajouter pas mal de plans, et il faut que chaque plan ait un raccord avec l'autre plan, et il faut que ça soit quelque chose qui montre exactement l'émotion. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, et c'est vrai qu'alors autant Wes Anderson, t'as un côté qui est ultra rangé, tu sais, ultra maniaque en fait. Bah la symétrie d'Anderson, hein. Oui, c'est ça, exactement. Bah, c'est un mec, tu l'imagines avec au moins 40 tocs. Obsessif compulsif, hein. Il doit vérifier 20 fois ses clés quand il sort de chez lui. Je l'imagine même quand il fixe la caméra avec son mécanicien, je le vois bien retilter d'1 millimètre la caméra, tu vois, comme ça elle est vraiment droite, tu vois, et puis après de direction. C'est ça, c'est exactement ça. Et en fait, c'est comme si Obayashi, c'était la même chose, mais complètement l'inverse. C'est son antithèse, quoi. Obayashi, justement, c'est comme si chaque plan était complètement incohérent avec tout le reste. Et pourtant, c'est ça qui est fort, c'est qu'il y a une compréhension pour tous ces plans, pour ce qu'il veut dire. Et tu vois, ce début aussi, quand on a Fantasy et Gorgeous qui sont ensemble, tu sens qu'il y a une amitié forte parce qu'elles se tiennent la main, tu vois, elles se prennent dans les bras. Je fais, ok, je comprends, c'est complètement gnangnan, mais je comprends qu'il fait ça justement. C'est voulu, cette émotion, parce qu'il veut te montrer qu'elles sont très attachées et qu'elles sont innocentes en même temps. Et ce qui se passe visuellement pendant ce jeu d'actrice, c'est que le fond a un cadrage, tu sais, de tissu de soie, un peu comme dans les soap opéras, pour donner ce côté glamour, beauté, et qu'il utilise là. Ah oui, tu parles de cet effet un peu de lueur diffuse, hein, c'est ça? Ce halo, justement, très absorbant dans le plan, quoi. Tu l'as dit, c'est vrai que ça rappelle vraiment l'esthétique un peu soap opéra, là, c'est tout à fait ça, effectivement. Petit détail aussi qui m'a fait marrer, tu sais, c'est bon, on n'en a même pas parlé dans le résumé du film, parce qu'au final, c'est vrai que c'est pas un personnage qui est très important, en réalité, mais la belle-mère de l'héroïne, tu as remarqué qu'à chaque fois qu'elle se déplace quelque part, ou même quand elle est immobile, en fait, elle a toujours du vent
qui vient faire agiter, onduler à la fois sa chevelure et puis son chemisier de soie très délicat. Et c'est vrai que c'est très drôle parce que là vraiment c'est complètement improbable en fait. Voilà ce personnage qui a tout le temps comme ça du vent qui vient comme ça rendre un peu évanescente. Et ce qui est intéressant, c'est que ce vent n'affecte pas ce qui est autour d'elle. Non, c'est ça, il y a que sur elle. Tu sais, c'est comme dans les dessins animés quand il y a des personnages, en fait, il y a un orage qui leur tombe dessus, mais juste eux, tu vois, juste au-dessus de leur tête, quoi. C'est pareil. Et tu vois, moi, je vois ça comme le symbolisme de Obayashi qui te montre bien, en fait, ce qui est le futur du Japon. Ce qu'il voit bien, c'est cet optimisme. C'est ce personnage qui joue la mère, qui est là, justement, pour sauver, aider, qui n'a pas vécu ce traumatisme et qui, justement, est un peu zélé, qui vole un peu dans cette réussite, même spirituelle intérieure, qui est heureuse, quoi, qui veut renouer. Mais le problème, c'est que sa fille, en fait, a un passé qui est très attaché au précédent de la Deuxième Guerre mondiale et de la bombe nucléaire. Donc, elle porte ce trauma via le fantôme de sa tante. Donc, c'est un peu ce personnage divisé entre les deux. Et je trouve ça sympa, cette différence entre la mère et, enfin, la belle-mère et la mère, en fait. Comment les deux sont l'opposé exact l'un de l'autre. Et c'est ça, c'est deux époques différentes, deux mondes différents, vraiment. C'est tout à fait ça. Puis je sais pas si t'as remarqué, en plus, la belle-mère, en fait, elle est pas très typée japonaise, en fait, hein. Presque un côté... Mais oui, elle est un peu plus européenne, non ? Exactement, c'est ça, on dirait qu'elle est presque européenne. Et c'est vrai que, bon, bah là, qu'il l'a castée, donc c'est vrai que ça lui donne un côté encore plus irréel, comme ça, tu vois, comme si elle flottait sur un nuage, un peu. Ouais, et puis son père aussi, tu sais, le père donc de Gorgeous, hein, bien sûr, c'est elle, sa future belle-mère, le père de Gorgeous qui, lui, veut se détacher dans sa femme qui est décédée, hein, il veut se détacher un petit peu de ce passé du Japon, et il veut rentrer dans l'ère optimiste, et c'est là où il veut se remarier. Et tu remarques dans sa carrière, bien sûr, Obayashi rend le père de Gorgeous réalisateur, enfin compositeur aussi, et bien sûr, il revient d'un tournage en Italie où il a composé une bande-son il y avait un petit jeu amusant, dialogue, où il disait que oh, bien sûr, il faut que j'oublie son nom, le plus grand compositeur italien, qu'est-ce qui m'arrive évidemment, putain, toi aussi Ennio Morricone. Ah oui, c'est ça, Morricone, il dit même que Morricone l'a trouvé excellente, sa BO, tu vois, le réalisateur qui s'amuse au dialogue, quoi. Mac, 本当にどこ行っちゃったんだろうな。Si je peux sauter sur cette phase, Basile, là, quand on parle de ce dialogue on voit, parce que toute cette phase, en fait, du film, cette séquence, avec Gorgeous, sa future belle-mère et son père, tout ça, ça sert, en fait, pour expliquer un peu, c'est du développement d'histoire, de background de Gorgeous, bien sûr, pour comprendre que sa mère est décédée, qu'elle a une tante qui a un manoir, hein, dans la campagne au Japon, bien sûr, dans un village qui vit à l'ancienne. Ce qui est intéressant, c'est que toute cette séquence, elle est filmée à travers une vitre, comme si nous, on était, bien sûr, en train d'épier sur cette famille. Exactement. J'avais l'impression que Obayashi voulait plutôt nous imposer un filtre comme quoi les choses sont pas claires parce que bien sûr il y a beaucoup de traumas du passé dans ces personnages et il y a une incompréhension. Donc tu vois, il y a cette barrière en fait qui nous sépare d'eux. Ouais, je suis complètement d'accord avec cette interprétation-là. Et c'est vrai que il faut le souligner dans cette scène. C'est pas la seule, mais vraiment la forme est vraiment très très soignée en fait. C'est-à-dire que même si dans tout le film évidemment il y a vraiment beaucoup de trouvailles visuelles esthétiques, là particulièrement cette scène, je trouve qu'elle est très marquante. D'une part parce que tu disais, c'est-à-dire ce filtre qui est obtenu, tu vois, au moyen de sûrement un verre dépoli ou quelque chose comme ça qui est placé devant la caméra, tu vois, qui fait comme ça des effets de déformation. Et aussi, je pense que tu t'en souviens, ce ciel incroyable qui est peint derrière, une sorte de ciel complètement improbable avec des couleurs bleues, orange, dorées. Tu sais, on a l'impression qu'on est dans Autant n'emporte le vent, mais encore plus, quoi. Tu vois, c'est vraiment. Ouais, absolument. C'est complètement irréaliste et en même temps complètement poétique. On n'a pas fini de parler des matte paintings qu'Obayashi utilise dans ce film. Hein. C'est ça, on n'a pas fini d'en parler. Et évidemment, j'avais déjà envie de commencer à le dire. Mais c'est vrai qu'il y a un travail extraordinaire sur les décors de manière générale et puis avant tout sur le matte painting. Et puis c'est vrai que là, déjà, ne serait-ce que dans ces premières minutes dont on parlait, hein, c'est-à-dire que quand tout va bien encore et que les jeunes filles peuvent batifoler sans être inquiétées par des phénomènes surnaturels, déjà, on voit qu'il y a un soin extraordinaire, hein, vraiment, qui est apporté comme ça à ces décors. Et moi, j'ai adoré ces jeux qui avaient entre décors faux, c'est-à-dire vraiment, on sait que c'est du matte painting, on sent qu'il y a vraiment quelque chose qui est peint,
Et des fois, en fait, tu te rends compte que ce décor peint, mais qui est quand même censé être le décor du film, bah, tu te rends compte que des fois, c'est un panneau qu'il y avait derrière les filles. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, quand elles sont à la gare, tu vois 2 fois de suite qu'en fait, il y a comme ça un jeu entre les deux. C'est vraiment comme une mise en abîme, voilà, le faux par-dessus le faux, par-dessus le faux. Et c'est vrai que c'est super bien fait, quoi. Tu sens qu'il a vraiment bien maîtrisé le truc et ça fait plaisir, quoi. Ouais, et c'est marrant que tu dis ça parce que, encore une fois, tu vois, ça fait penser à un autre grand film qui utilise justement un panneau en arrière-plan pour faire croire aux spectateurs, nous, que c'est bien le décor où nous sommes, Paris, Texas. L'ouverture du film se passe comme ça, c'est un énorme panneau publicitaire, quoi. Ah, bien sûr, mais oui. Ah oui, t'as raison. Et Paris, Texas fait bien sûr partie de la collection Criterion aussi. Évidemment. Et ouais, et je voulais revenir sur un truc juste avant parce que j'ai trop envie de parler matte painting avec toi, Basile. Je pense que c'est le moment, mais si je peux faire juste vite fait une parenthèse. Avant ce matte painting, on a une scène où toutes les filles sont dans la cour de récré de leur école qui a bien sûr une statue de Vénus de Milo, qui a une fontaine. Enfin, bien sûr, on est quasiment dans un manga, j'ai l'impression, quoi, parce que les décors sont très irréels. Et tout de suite, mon cerveau commençait à se connecter un petit peu au manga et je me dis, mais absolument, j'ai l'impression de voir des planches de BD, des planches de manga, en fait, avec ces gros plans. Exactement. Avec ces éclats, bien sûr, et c'est illustré dans le film, on voit ces éclats d'explosion dessinés derrière les personnages quand elles sont surprises par quelque chose. Tu parles de manga et justement, moi j'ai envie de dire un truc, c'est que je trouve que ce qui est très très fort avec House, c'est que en fait c'est comme si c'était une adaptation réussie de manga, sauf qu'en fait il n'y a pas forcément de manga à la base, tu vois ce que je veux dire? C'est que souvent, en fait, vraiment depuis le temps qu'il existe des adaptations cinématographiques de manga, la plupart du temps je trouve que les films échouent à vraiment s'emparer, je vais pas dire des histoires, mais plutôt, disons que le cinéma peine à vraiment s'approprier ce qui est dans le manga, qui fait l'originalité du manga. Généralement, ça réussit pas vraiment bien à être traduit en termes cinématographiques. Donc, on a juste l'impression que c'est une sorte de calque, mais un calque qui est raté. Et là, je trouve que House, c'est vraiment justement le contre-exemple d'une réussite, mais c'est une réussite parce que, en fait, on ne part pas d'un manga qui existe, mais il y a tous les ingrédients d'un manga qui sont là vraiment super bien traduits à l'écran, mais traduits en des termes vraiment de cinéma. Et là, je trouve que ça marche super bien. Puis souvent, le problème, c'est que je trouve qu'au cinéma, on prend un peu trop au pied de la lettre ce qui est dessiné dans les cases, alors qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que les codes du manga appartiennent au manga. Tu ne dessines pas de la même manière que tu montres un plan dans un montage. Puis les effets optiques, c'est pas la même chose, c'est un autre langage. Et ceux qui ont réussi, c'est vraiment ceux qui n'ont jamais perdu de vue que c'était avant tout un film, donc c'était du cinéma, et que c'était pas Exactement. juste du manga traduit vaguement au cinéma, quoi. Pour revenir sur le film, Les matte painting. ouais, et même si on peut retourner un petit peu avant sur le premier matte painting que t'as dit, c'était donc celui du train. Ouais, vas-y. Si on peut parler de cette séquence du train, parce qu'il se passe 2 choses intéressantes. Bien sûr, 3, on peut dire. 1, c'est côté scénario, c'est l'apparition de Blanche, le fameux chat, qui est un peu notre antagoniste, mais sans le savoir au début. Je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, en fait, ce chat blanc, en fait, c'était comme un mélange dans Alice au Pays des Merveilles entre le lapin blanc et le chat du comté de Chestershire. Moi, j'ai eu l'impression que c'était comme un peu une fusion entre les deux, tu vois. Ouais, le chat qui apparaît à tout moment, le chat qui est vraiment là quand il faut, mais qui les guide vers la maison hantée, donc c'est un chat néfaste. Ouais, et donc il y a ce moment-là sur le train qui arrive. Il y a aussi donc un autre moment, c'est bien sûr ce moment où on passe un vieux film 8 mm pour expliquer en fait le passé et l'histoire donc de Gorgeous, de sa tante. Ah ouais, c'était génial ça. Ouais, et donc c'est mélangé avec du film d'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Gorgeous qui commence à raconter, mais le film apparaît sur notre écran, mais après les filles regardent le film en même temps que nous. Et elles le commentent, elles font des commentaires en même temps. Et ça, tu le vois pas souvent, où t'as les personnages du film qui commentent eux-mêmes leur film où elles sont dedans. C'est que ça brise le 4e mur. J'ai trouvé l'idée vraiment superbe et comme quoi ça marche. Mais moi aussi, j'ai trouvé que c'était super efficace comme procédé, j'ai adoré. Et le dernier truc vachement important, donc dans cette 3e phase, et je trouve, Basile, que ce moment-là démarque bien les moments de calme avant
avant la tempête. Et j'ai l'impression qu'Obayashi nous dit vraiment cela. C'est un truc qui m'est tapé dessus. Je me dis, ah oui, c'est vraiment le calme là, parce que le train devient carrément une animation. On a un petit dessin animé du train avec des arcs-en-ciel. Tout est mignon. Et la musique est mignonne, tout est joyeux. C'est peut-être le moment où je me suis dit que de toute façon, Xav, c'est trop facile de dire what the fuck à chaque moment dans ce film. Et je t'admets que ça devient très très difficile de rester concentré sur ce film et de l'observer parce qu'il y a un tsunami visuel. Ah, c'est ça. Et il faut le voir au moins 4-5 fois de suite. Tu sais, j'étais en train de regarder des séquences en plus. Après, je regardais sur YouTube pour retrouver des moments et un peu les revoir, les revisualiser parce que, en effet, je m'empêche de dire what the fuck. Il faut que je me concentre, il faut que je vois ce qui se passe. Quand je revoyais ces séquences sur YouTube plus tard, j'ai vu des plans et je me suis dit, mais je l'ai pas vu ce plan. Mais je me souviens pas. Et je me dis, bien sûr que je l'ai pas vu parce que Obayashi m'a dit, tiens, mon gars, je vais te balancer 50 plans en 3 secondes. Et, en fait, il faudrait avoir 3 paires d'yeux pour le même cerveau pour arriver à regarder tous les trucs qui te balancent dans la gueule, quoi. Voilà, pas pour exagérer, mais vous allez quand même vers la fin du film, quand c'est un peu le chaos et le fantôme sort du miroir, vous allez voir que les filles elles sont quasiment toutes mortes, il en reste plus que quelques-unes. Et les filles se confrontent au fantôme, on y reviendra plus tard, mais là, c'est le déluge de plans, c'est le déluge de séquences, et c'est juste, c'est un bazar pas possible qui est, moi, je trouve chaotiquement magnifique. Très bien dit, c'est chaotiquement magnifique. Alors, j'aimerais bien revenir, en fait, justement, sur le fait que il y a comme ça une montée en puissance. Il y a vraiment un dosage qui est très très bon, c'est-à-dire qu'au début, bon bah déjà, comme on l'a bien expliqué, hein, tu sens qu'il y a effectivement un soin qui est apporté comme ça, vraiment au côté visuel, esthétique à l'image, mais t'es pas encore non plus submergé, quoi. T'es étonné, tu commences à plus trop comprendre pourquoi est-ce que il y a tel élément à tel endroit, mais ça va encore, parce qu'il y a ce côté un peu gentillet, un petit peu niais qui fait que tu peux encore suivre, et je dirais d'ailleurs qu'on est vraiment là dans un côté très conte, tu vois, le conte de fées. Et d'ailleurs, ça me fait penser, il y a aussi beaucoup d'effets de collage, moi, que j'ai vraiment beaucoup aimé, tu sais, comme s'ils avaient vraiment découpé des trucs dans des magazines et puis qu'ils l'avaient collé par-dessus, quoi. Il y a des moments, c'est ça, hein, ils ont découpé de la pellicule, ils ont reproduit, découpé, il y a des effets spéciaux vraiment impressionnants, et puis comme on disait, les matte painting, il y a des gens qui diront, mais ça se voit que c'est un matte painting, et je pense qu'Obayashi a fait exprès que ça se voit, d'où ce que je disais au début. Mais bien sûr, bah c'est évident, mais là, il l'assume complètement. Le magical réalisme, c'est absolument ça, c'est ça. Très proche, et il y a un plan qui, moi, me reste en tête, je trouve magnifique jusqu'à maintenant, c'est quand les filles arrivent donc de la gare, elles vont dans un bus, et il y a l'arrêt de bus, encore une fois, il y a une publicité derrière eux d'un plan des Alpes, ou quelque chose, il y a écrit « Mariez-vous, faites des enfants », un truc comme ça. Ça, c'est con, je viens de dire ça à l'instant, je te jure, je vois Roddy Piper mettre des lunettes, des Ray-Ban sur ses yeux et voir Obey un peu partout, quoi. Il y a un plan où c'est un plan très large, où il y a un énorme arbre à côté de l'arrêt de bus, il y a des montagnes en fond, une vallée, des pâturages un peu partout, et bien sûr les 7 filles qui sont là et qui sortent du bus. Et ce plan, bien sûr, complètement matte painting, mais à part l'arbre qui a un peu ce côté magique où il est énorme et il a un côté irréaliste, le reste quand même réaliste, mais le fait que ça soit peint et coloré, ça donne ce côté, comme tu disais, conte de fées, quoi. Ça marche parfaitement. Ouais, c'est ça. Et puis, je reviens juste une seconde sur ce que je disais, c'est qu'il y a comme ça vraiment une progression, c'est-à-dire que plus tu avances dans le film, et en fait, plus ça devient très riche et très dense, visuellement parlant. Il y a des moments comme ça où, en fait, il y a comme une explosion d'effets qui viennent d'un coup, mais ça dure que quelques secondes. Ah bah, ça me rappelle beaucoup aussi, franchement, les dessins animés japonais ou même les séries live, hein, que ce soit du type, je sais pas, Tokusatsu, Sentai, enfin tous les trucs comme ça, où t'as un moment comme ça où bam 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 bam, t'as un déchaînement comme ça d'action super rapide, et puis avec des effets qui viennent par-dessus. Et là c'est pareil en fait, c'est que d'un coup, par exemple, tu vas avoir le chat, il y aura un éclair vert dans ses yeux, et là tac 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 tac, tu vas avoir une succession de plans où il va se passer des trucs complètement ouf. Et en fait, plus le film avance, et plus en fait tu commences à n'avoir quasiment que ces moments vraiment de déferlement où vraiment il y en a dans tous les sens, quoi. Ouais, ces moments deviennent en fait la continuité du film. C'est pas 1 minute, ça va être 3 ou 4, 5 minutes, des fois constantes de plans qui vous arrivent dans la gueule, quoi. Et c'est vraiment, tu sens que c'est le chaos, et je me dis, c'est peut-être une sémiologie pour Obayashi avec la bombe nucléaire, tu vois, c'est ce fait qu'il y ait
une masse destructrice qui est incompréhensible visuellement. Toutes ces images à la fin du film, c'est de la destruction, c'est la mort des personnages, c'est carrément des jambes et des bras et des membres du corps qui volent à gauche et à droite. Il y a un membre qui tombe dans un dressing, le dressing le mange et crache au moins 50 litres de sang. Je me demande si c'est pas là où Sam Raimi a eu son inspiration. Ah, on peut se demander, ouais. Parce que là, mais c'est le déluge, et on pourrait facilement dire de l'absurdité, mais c'est pas du tout le cas, parce que tout a une cohérence. C'est bien sûr ce fantôme qui veulent vraiment leur faire vivre un cauchemar. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a un basculement dans le film, c'est-à-dire qu'on passe de cette histoire juste de jeunes filles qui vont à la maison, et puis qui rencontrent la tante, et puis tout se passe bien, etc. Et puis d'un coup, tu comprends évidemment là, qu'on va basculer beaucoup plus dans l'horreur, mais un style d'horreur qui est vraiment très différent de ce qu'on pouvait voir à l'époque. Je veux dire, c'est pas du tout un massacre à la tronçonneuse, ou c'est rien à voir, quoi. C'est vraiment dans un style complètement unique, quoi, où il y a vraiment toujours un côté à la fois bizarre et en même temps joyeux, mais joyeux grinçant, et puis toujours voilà, un petit peu ce côté enfantin. C'est vraiment un mélange qui est voilà, très singulier. C'est pour ça, enfin on va le répéter je pense plusieurs fois dans le podcast, mais c'est pour ça qu'on l'aime en fait, ce film, c'est parce que il est unique. Voilà, c'est un ovni. Vraiment, on ne peut pas le comparer à un autre film. Il réussit un mélange de choses qu'on n'aurait jamais cru pouvoir tu vois, voir assemblées ensemble, et pourtant eh ben ça marche. こんな傷が何よ、バカでかい悲鳴あげちゃって。 Basé justement, si on parle un petit peu du début de la déchéance, du début justement de ces plans rapides, je crois que tout commence bien sûr quand Fantasy se fait mordre les fesses par Mac. Elle s'appelle Mac, je pense que c'est supposé être un lien avec le Big Mac, ou Mac comme le grand américain, parce que bien sûr Mac aime manger. Et Mac donc se fait tuer, elle se fait décapiter, mais bien sûr la tête sort du puits un petit peu comme ces fantômes polynésiens, et qui bien sûr, avec la pose de Fantasy adossée, laissant... avec le cul en bombe. Enfin le cul en bombe, voilà, avec bien sûr Mac, le fantôme qui mord ses fesses, et au lieu de bien sûr de repousser la fesse, elle continue à être en cul en bombe, à crier, quoi. Je suis mais là, mon gars, c'est pas un plan de manga, quoi, qu'on n'a pas des... Je suis sûr que j'ai déjà vu ça, en tout cas comme image sur papier, mais là, de le voir en film, j'étais mort de rire, je me dis, c'est génial, mais c'est justement, c'est rien comparé à ce qui nous attend dans la suite du film, et ça commence. C'est le début. C'est le début de la fin, en fait, c'est pour ces personnages. Et il y a un truc très intéressant par la suite, pendant qu'elle mange la pastèque, la tante lui tire la langue, mais c'est pas une langue, c'est un œil qu'on voit dans sa bouche. Super bien fait ça, où tu vois qu'elle a très bien réussi, la comédienne, en fait, à faire coïncider le mouvement de ses yeux avec le mouvement de l'œil qui est dans sa bouche et qui se tourne au même moment. Ça marche trop bien. C'est vachement bien fait. Et il y a un autre plan, bien sûr, Fantasy, c'est la seule, il y a d'autres filles dans la pièce, mais qui voit la tante ouvrir le frigo et rentrer dedans. Normal. Mais elle dit rien parce qu'elle sait que les autres filles vont lui dire mais c'est rien, t'es arrivé ou je sais pas quoi. Et que c'est là où, au premier plan, on est un peu sur les supports du toit de la maison japonaise à l'ancienne. Ouais, alors d'ailleurs, à propos de cette maison, tu auras noté que justement cette maison, en fait, elle est à l'image du film, c'est-à-dire que c'est une sorte de mélange architectural vraiment complètement improbable. C'est-à-dire qu'il y a des éléments effectivement de maisons traditionnelles japonaises, les tuiles vraiment typiques des vieilles maisons japonaises, et en même temps, le reste de la maison, alors on a l'impression que c'est une sorte de mélange improbable d'influence à la fois européenne et on sait pas trop d'où. Donc c'est vraiment complètement indéfini en fait ce style de maison. Et puis toutes les pièces en fait elles sont sans queue ni tête, tu vois. Et puis alors il y a des tatamis par-ci, des meubles qui servent à rien par-là. Enfin vraiment c'est pas une maison où on peut habiter quoi normalement. Alors Basile, il y a, comme je disais tout à l'heure aussi, donc c'est que tu sais le plan du frigo machin. Là on brise, et c'est pas la première fois ni la dernière, on brise le 4e mur où la tante nous observe nous et sourit. Ah oui, je me rappelle. Comme quoi elle veut qu'on profite, comme profiter du spectacle. On était de son côté et on l'encourageait à manger ses filles quoi. Tout est cool quoi, parce que la tante, malgré que c'est quand même un fantôme qui mange ses filles, elle a un côté très joyeuse. D'ailleurs, on les voit jamais tuer les filles. Non. Non, c'est vrai. On voit vraiment jamais de meurtre à proprement parler, en fait. Ah, t'as dit le mot-clé, là. Si on parlait des morts, la façon dont ces séquences, à chaque fois comment elles meurent. Allez, vas-y. On va commencer dans l'ordre. Bien sûr, on a parlé de Mac, hein, qu'on voit pas. On voit juste sa tête mordre les fesses bubble de Fantasy. Alors, si je me trompe pas, par la suite, je crois que c'est Sweet, en train de faire le ménage, parce qu'elle dit qu'elle adore faire le ménage, quoi. C'est un passe-temps. Qui va dans le placard où il y a les foutons. Il y a une petite poupée qui la regarde. Et puis après, il y a
des foutons qui tombent sur elle, et puis il y a ce record, puis la vidéo se joue en rebobinage, et puis ça replay. Donc là, Obayashi s'amuse au montage de nous montrer un peu l'insanité qui est en train d'arriver à Sweet, et qui bien sûr disparaît une fois que les filles ouvrent le placard à foutons. Elle est plus là du tout, mais il y a une poupée. Donc bien sûr, on comprend que Sweet a été transformée en poupée. Et puis il y a même les filles qui s'amusent à ramasser ses sous-vêtements, sa robe, et se dit bah alors elle fait qu'un striptease, elle s'amuse. Tu vois, il y a ce côté très décontracté, comme quoi bon voilà, il y a déjà 2 filles qui ont disparu, mais tout va bien. C'est ça, c'est pas grave quoi. C'est pas grave, c'est aller quelque part, elle s'éclate. La prochaine mort, c'est Mélodie, la séquence du piano. Je crois que là, on va en parler pendant un petit la moment, fameuse séquence du piano. Alors, je sais pas toi, mais pour moi, la séquence du piano, c'est le climax. C'est tu vraiment, trouves alors là, le moment où t'en as le plus plein la gueule. Ah ouais, pour moi, c'était le climax. T'en as plein la gueule. Ouais. Décris-la nous. Je sais pas toi, mais dans cette scène justement du piano, bah c'est un peu dur de la décrire, hein, parce qu'alors honnêtement, en gros, on pourrait dire que d'abord elle joue sur le piano et puis finalement elle se fait bouffer par le piano, mais on peut pas le résumer comme ça parce que c'est juste qu'il faut le voir. Oui. Elle se fait complètement, elle est comme démembrée, mais en même temps on voit pas vraiment de démembrement. C'est juste que voilà, il y a ces membres qui sont découpés soit par des effets d'incrustation qui sont d'ailleurs généralement assez ratés. Hein, enfin c'est on voit très bien le détourage de l'écran bleu derrière qui est pas vraiment très très propre. Sinon c'est vraiment juste des découpages carrément. D'ailleurs à propos de découpage, j'en parlais déjà un peu plus tôt dans le podcast. Je sais pas ce que t'en penses. Ça m'a fait penser à 2 choses qui sont peut-être pas si éloignées finalement. Alors si on remonte un peu en arrière, ça m'a fait penser aux dadaïstes, tu vois, les collages improbables. Déjà. Ouais, absolument. Absolument. Et je fais le lien, alors là bien plus tard, j'ai retrouvé un peu l'esprit des vidéomontages complètement bizarres, complètement fucked up qu'on peut des fois trouver sur YouTube. C'est un peu cet univers que toi tu m'as fait découvrir à une certaine époque. Du YouTube poop. Voilà, c'est ça, le YouTube poop exactement. Vraiment, ces vidéos vraiment très consciemment on fait des effets de montage qui sont très approximatifs, avec des effets spéciaux aussi vraiment complètement improbables. Voilà, ça fait partie de ces choses qu'il faut voir. C'est indescriptible. Voilà, mais quand on les voit, c'est marquant, quoi. On l'oublie plus jamais. Et vraiment, cette scène du piano, il y a d'autres moments, hein, mais à ce moment-là particulièrement, j'ai pensé à ces 2 choses et je me suis dit, voilà, ok, là, le film fait le grand écart, c'est parfait, quoi. Ouais, et ce qui est intéressant aussi, c'est comme on parle de cette séquence, Basile, c'est avant, je trouve que c'est le moment le plus calme pendant pas mal de secondes, et je t'admets que ça fait du bien, parce que j'ai l'impression qu'Obayashi, quand il regardait son montage avec son monteur, quand il voyait comment ça se passait, il savait qu'il y avait besoin d'un moment de répit pour nous, les spectateurs. C'est exactement ça, et ça rejoint ce que je disais un peu plus tôt à propos du dosage du film, qui est très bon en fait. Il est savamment orchestré, même si effectivement, des fois vraiment, tu étais complètement submergé par ce qui se passe à l'écran, et n'empêche que tu n'arrives jamais à la nausée, tu vois, et ça je trouve ça très très fort, parce qu'il arrive juste à s'arrêter au moment où il faut, et effectivement à installer à nouveau un calme, comme tu le disais, et là, chapeau, quoi, vraiment, il a très bien fait ça. Moi, la séquence du piano, je crois que c'est là où je me suis servi un 2e verre de bourbon, parce que là, c'était... j'ai besoin de digérer j'ai besoin d'un ralentisseur, voilà. Ah ouais, mais tu vois, ce qui est cool, c'est que c'est là que tu te rends compte aussi que c'est un mec qui vient clairement on parlait des pubs, mais aussi du cinéma expérimental, mais aussi du clip. En fait, tu sens qu'il a vraiment réussi à faire comme un cocktail presque exhaustif de tous les effets possibles qu'on pourrait avoir dans un clip ou au cinéma. Bon, c'est un peu drôle d'utiliser cette expression-là dans ce contexte, mais j'y ai pensé. Moi, je me suis dit que là, en fait, on était en présence d'un cinéma total. C'est-à-dire que vraiment, il y a comme la totalité de tout ce que tu peux exprimer en termes de langage cinématographique. Et il a tout mis, quoi. Voilà, tous les trucs qui pouvaient être faits, il les a fait, quoi. Et ça dans un seul film, et je trouve que c'est génial, quoi. Continuons, parce qu'après cette séquence du piano, je crois qu'on peut continuer par mort, parce que ça nous amène quand même à des séquences ou à des parties du film qui vaut le coup d'être parlées. Qu'en dis-tu, Basile ? Ouais, avec plaisir. Ok. Alors la prochaine, Gorgeous, et là je crois que là j'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est un moment que j'ai trouvé très cauchemardesque.
Gorgeous qui se balade dans la chambre de sa tante, de sa mère, qui trouve le dressing avec le miroir, hein, et qui ouvre, qui se coiffe les cheveux. Et son reflet, bien sûr, dans le miroir, il y a plusieurs phases. La première phase, c'est que le miroir se brise, mais c'est filmé d'une façon que les effets spéciaux et la caméra font pas la mise au point, donc les brisures dans le verre ressemblent à des constellations, comme si chaque coin du verre où était brisé, le trait qu'il y avait au milieu, c'était un peu le lien des étoiles pour fabriquer, pour visualiser ces constellations. Il y avait un côté très espace au-delà, quoi, très interstellaire, quelque chose pour moi qui montrait on sortait du monde, qu'on allait ailleurs. Et une fois que ce miroir se brise assez, du sang jaillit du miroir, qui coule, il jaillit pas, il coule du miroir très doucement. Et après il se brise d'un coup pour montrer le reflet de Gorgeous, mais à l'intérieur, comme si sa silhouette était du feu qui brûlait intensément. C'est un peu l'effet justement de la bombe nucléaire d'Hiroshima, et je vois l'utilisation du feu, de la destruction de la personne, qu'il ne reste plus rien. Et moi, c'est vraiment une séquence qui m'avait marqué la première fois et qui me remarque à chaque fois que je le vois, ce film, que je me dis putain, mais c'est vraiment flippant, quoi, cette séquence. Ah bah oui, là comme tu l'as dit, c'est vrai que ça évoque forcément ces images absolument terribles de Hiroshima ou de Nagasaki, avec voilà ces gens qui étaient vraiment cramés sur place. C'est-à-dire, on parle pas évidemment de l'impact de la bombe sur le coup, mais juste après, c'est connu, hein, on l'a vu d'ailleurs dans beaucoup d'œuvres de fiction en manga, alors bon, que ce soit Genji Hiroshima ou d'autres, ou je pense aussi au Tombeau des Lucioles, bien sûr, enfin il y a beaucoup d'exemples à citer où on a vraiment comme ça ces visions de cauchemar avec des gens qui sont comme ça des torches humaines. Ça, c'est vrai que c'est forcément que ça a marqué un peuple à jamais. Je veux dire, ça va au-delà de l'horreur, quoi. C'est de l'indicible, vraiment. 私おばちゃまの世界に来たのよ。 On peut parler un petit peu de culture japonaise vite fait là-dessus, c'est que quand on regarde le cinéma de Deuxième Guerre mondiale, les films japonais parlent plus de l'après-guerre, ce qui se passe après que les Japonais ont perdu la guerre, alors que ça soit le pays soit sous contrôle de l'Amérique, que ça soit là comme on voit à Ozu qui parle de ça, mais les films parlent plus de la période d'après et pas pendant que les cinémas américains parlent de la période pendant. On parle beaucoup des GI entre Saving Private Ryan, Fury et quoi, et c'est là où aussi on se rend compte de la façon comment cette guerre a traumatisé, a détruit, a créé énormément de chagrin et de désespoir, quoi. Et je trouve que cette image d'Obayashi est marquante, justement, que c'est comme ça que c'est accepté et la destruction du personnage est totale. Ah, c'est intéressant ce que tu dis, effectivement je suis d'accord, hein. C'est vrai qu'on retrouve beaucoup plus dans l'univers de la fiction au cinéma. Comme tu dis, hein, Hollywood a produit énormément de films de guerre où ça se passe pendant la guerre, mais c'est pas pour rien, c'est parce que les États-Unis sont les grands gagnants de la guerre, donc forcément c'est toujours très valorisant de représenter comme ça cet héroïsme pendant la guerre, alors que le Japon, forcément au contraire, pendant la guerre, comme il a été défait, battu par les Américains, le traumatisme fondateur, c'est avant tout celui de cette défaite, donc c'est pas tant les combats en eux-mêmes qu'on va montrer, mais c'est plutôt les conséquences. L'après, t'as donné des très bons exemples, hein, effectivement. Moi je pense aussi à, je sais pas si tu l'as déjà vu, ce film qui s'appelle Pluie Noire, qui est terrible, où en fait ça parle de tous ces gens, justement, dans les mois qui ont suivi l'explosion nucléaire, en fait qui se sont retrouvés complètement rejetés par le reste de la société japonaise, parce qu'en fait ils avaient été irradiés par la bombe, donc c'est-à-dire que sur le coup il s'est rien passé, ils n'ont pas été brûlés, hein, comme ceux dont on parlait tout à l'heure, mais ils ont commencé à développer certains symptômes et en fait ils sont devenus des parias parce que finalement ils rappelaient au reste de la population, c'était un peu le symbole de la défaite quelque part, tu vois, voilà, ces irradiés, en fait on n'en voulait plus, on les a vraiment chassés, bannis, et le film il s'appelle Pluie Noire parce que en fait juste après la bombe, les témoins qui étaient présents en fait ont vu effectivement tomber du ciel une sorte de pluie noire. En fait c'était comme une sorte de cendre, hein. C'était vraiment les retombées de la bombe. C'est vrai que c'est une image très forte, hein. Et voilà, donc c'est un film de Shohei Imamura, hein, qui est un très bon réalisateur japonais qui est mort depuis un certain temps mais qui a fait d'excellents films, donc voilà, Pluie Noire, qui d'ailleurs a été primé, hein, si je me rappelle bien. Ouais, on revient sur Aozu, hein. Après donc cette perte de Gorgeous qui devient absorbée, qui devient en fait notre fantôme qui est utilisé par le chat, on sent que le chat c'est un peu le maître marionnettiste, quoi, qui les utilise tous. Et puis ça nous arrive vers la fin parce qu'on va parler de Kung Fu, un Kung Fu qui est un petit peu ma préférée aussi. Je t'admets que
j'aime bien aussi le personnage de Fantasy. Mais Kung Fu qui est cool, parce que Kung Fu, c'est un peu, bien sûr, c'est celle qui peut se battre, donc forcément, c'est celle qui peut défendre le groupe. Et ce qui est sympa, Basile, c'est que Kung Fu a son propre thème quand elle se bat. Ouais, alors elle a son propre thème, et d'ailleurs, tu auras remarqué, là, il faut parler aussi des musiques, que, en fait, pendant tout le film, il y a des thèmes qui sont très identifiables. Ça, c'est très sympa aussi. C'est-à-dire, tu sens qu'à chaque fois, quand il y a une scène avec une certaine ambiance, on va avoir le même thème musical qui va revenir plein de fois, quoi. C'est très répétitif, mais en même temps, c'est même pas dérangeant parce que finalement, ça fait partie, en fait, de la structure du film. On sait qu'il y a genre, peut-être 6 ou 7 thèmes musicaux, puis on va entendre chacun de ces thèmes au moins 3 ou 4 fois. Kung Fu, forcément, elle a son thème. Quand il y a un moment d'action, allez, bim, on balance le thème Kung Fu, quoi. Et sa mort, elle est assez incroyable parce que les filles comprennent, il en reste plus que 3, il reste Kung Fu, Fantasy, Gary, donc prof qui est l'intello du groupe, qui trouve d'ailleurs le journal de la doyenne de la maison, qui comprend son passé, qu'elle attend constamment son amant, donc comme elle veut l'attendre, doit se nourrir de chair, de jeunesse, pour rester vivante, bref. Mais Kung Fu et les filles comprennent que c'est le portrait de Blanche, du chat, il y a un portrait horrible du chat maléfique sur le mur, et c'est là d'où vient sa puissance, on dirait. Et donc Kung Fu qui bat le fantôme à l'extérieur avec bien sûr des snap zoom, des plans vite faits, des coupures rapides. C'est ça, et d'ailleurs j'ai l'impression que je le dis à chaque épisode de Furio Max, mais là j'ai retrouvé un côté très Sentai pour le coup. complètement très très Sentai, je veux dire, on retrouve exactement les plans de Super Sentai, de tout, de Kamen Rider et compagnie, quoi, absolument. Donc en Kung Fu, justement, il y a c'est là où c'est vraiment intéressant ce qui se passe, parce que Kung Fu comprend, elle est déterminée parce qu'on fait un plan serré sur son visage où elle a compris qu'il faut détruire le cadre et elle sait qu'elle doit se sacrifier pour le faire. Elle saute et c'est là où la lampe du plafond l'absorbe, la bouffe à moitié, mais le bas de son corps se décroche et comme elle est forte, il y avait tellement d'élan que ses jambes détruisent le cadre avant qu'elle tombe par terre en morceaux. Et le portrait du chat explose et bien sûr c'est là où c'est le Sam Raimi, le portrait du chat se brise, mais en fait il y a un portrait derrière où on voit le chat qui est pas content, qui est dessiné sur le mur et qui commence à vomir des litres et des litres de sang, et c'est là où les tatamis se brisent et commencent à être des îles flottantes. On perd tout sens de réalité, là il y a plus de structure. C'est ça, en fait, là on est juste dans un cauchemar qui n'a plus de sens, qui n'a plus ni queue ni tête, quoi. Là c'est le climax pour moi, tu vois, c'est ce moment où on se dit ok, tout est perdu. Prof en plus elle tombe, bien sûr le sol devient une sorte de sang qui digère tout. Alors ce qu'on vous dit pas aussi, c'est pendant toutes ces séquences il y a des plans de tout, je veux dire, il y a des superpositions des membres des filles découpées ou hachées ou mangées qui dansent, et il y a un portrait sur leurs fesses, et puis en haut à gauche il va avoir leur poitrine qui tourne sur eux-mêmes en 360, pendant qu'au centre de l'écran on voit Fantasy qui essaie de survivre sur son petit tatami qui flotte au-dessus du sang. Voilà, on est complètement dans l'avalanche d'images, quoi, sur le subconscient. Je veux dire, tous les sens sont pris par le film, je trouve. Là c'est absolument incroyable. Puis alors, justement, si on parle de sens, on a évidemment évoqué le terme psychédélique. En fait, il y a vraiment beaucoup de moments dans le film où on est complètement dans cette culture-là, parce que c'est vraiment la culture des années 70. Honnêtement, le film, je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi, je l'ai vraiment pris aussi comme un trip, quelque part. C'est un trip qu'il faut accepter. C'est comme une drogue, en fait. C'est-à-dire que si tu la prends dans un moment où tu es pas apte à la recevoir, ça va mal se passer. Donc, le film, en fait, si t'es pas prêt à le voir et que tout de suite t'es un peu trop surpris par ces images que tu t'attendais pas à voir, tu vas te dire c'est quoi, je comprends pas, c'est nul, et puis tu vas arrêter, tu vois. Donc le trip il va pas marcher. Par contre, si tu es d'humeur aventureuse et puis que tu as l'esprit je dirais suffisamment ouvert à ce moment-là, et ben là tu vas accepter la substance psychotrope, et tu vas accepter voilà tout ce qui t'est présenté, et donc tu vas te dire oh putain je comprends rien, mais ok d'accord, j'accepte. Ah ouais, de toute façon, il y a ma recommandation pour prendre des stupéfiants en regardant ce film, ça je dis absolument pas non. Là franchement, je pense que ça doit être assez extraordinaire, effectivement. Je crois qu'on le recommande tous les deux, Je crois qu'on, putain, c'est clair. Ah oui, ça c'est sûr. C'est sûr. Si vous êtes novice, soyez toujours accompagnés, voilà, et passez un bon moment. Si vous êtes dépressif, ne regardez surtout pas ce film. Surtout pas. Surtout pas, absolument pas, s'il vous plaît. Voilà. Ouais, on continue parce que Basile, on arrive à la fin là. Gorgeous, on dirait
qu'elle prend merci sur sa amie la plus proche, qui est donc Fantasy, qui prend dans ses bras, et Fantasy qui arrache d'ailleurs le kimono de mariage que porte Gorgeous en tant que fantôme. Et c'est là où le film devient un peu éphémère, et la continuité de l'action s'arrête, et on passe à des fondus enchaînés, qu'on montre que le temps passe, on sait plus ce qui se passe. Bien sûr, on comprend que Fantasy est décédée aussi, hein, elles sont toutes mortes, elles ont tous été mangées par Gorgeous, qui d'ailleurs n'est plus du tout Gorgeous, quoi. C'est le fantôme de la maison de Aozu. C'est le chat, c'est Blanche. Est-ce que le chat est toujours présent? C'est là où la belle-mère arrive à la maison, et encore une fois, et Gorgeous, cette fois, a le pouvoir de Blanche, donc les yeux qui s'illuminent d'une couleur verte qui brille quelquefois, et qui enflamme la belle-mère, et qui disparaît devant nous aussi. Et donc même ce moment de répit où on pense que la belle-mère, c'est cet objet qui symbolise l'évolution du Japon, la nouvelle ère progressive, rêveuse du Japon, optimiste, se fait même détruire par le passé. Tu ne peux pas le sauver, tu ne peux absolument rien faire. D'ailleurs, ça me fait penser que même les hommes qui sont censés être les héros, puisque forcément ce sont les chevaliers, ça veut dire, voilà, les chevaliers, les soldats, etc. En fait, pendant tout le film, on attend que le sauveur vienne à la rescousse, mais en fait, il ne le fera jamais. D'ailleurs, le prof qui est supposé les rejoindre, c'est que même qu'on les transforme en ridicule, le prof se transforme en un tas de bananes dans sa voiture. Ah ouais, tu te rappelles ce plan? Je me rappelle plus où c'est, parce que alors vraiment on a mangé tellement d'images en regardant ce film. Est-ce que tu te rappelles ce plan? Je crois que c'est quand il est dans une sorte de où il y a plein d'autres gens et t'as l'impression qu'il y a un serveur avec une tête d'ours là. Oh oui, il s'arrête dans un stand de ramen, il s'arrête pour manger du ramen parce que c'est ça, c'est un stand de ramen. Ouais, voilà, il conduit la nuit pour venir sauver les filles, et il y a un ours qui mange du ramen. Il y a aussi un mec qui se fait disputer par sa femme ou sa copine parce qu'il finit son bol, il s'en va, il se fait engueuler par sa fille sur le côté. On le voit même pas tout ça, on voit rien de ça. Ok, il y a un ours qui mange du ramen, d'accord. Okay. Voilà, il y a un ours qui mange des ramen, bah très bien, j'accepte quoi. Ok. Il y a un autre plan aussi. Il y a un embouteillage où il y a deux grosses semi-remorques, des poids lourds avec des conducteurs japonais. Alors c'est marrant, autant le stéréotype de l'américain, c'est chapeau de cow-boy, breaker, tu vois, le truc comme ça, ouais, qui cause sur la CB. Que le japonais, c'est le mec en débardeur blanc avec des tatouages partout, chauve avec des lunettes noires, tu vois, un petit peu même Yakuza, quoi, qui sort de son semi-remorque et dit vas-y, dégage avec ta voiture, quoi, va-t'en. Et tu vois le prof qui dit bien, qui est pas de ce monde-là, de brut, qui dit écoutez, je suis vraiment désolé, je suis coincé, je peux absolument rien faire, je suis désolé. Et le mec, le balourd, là, dans le camion, il réfléchit 2 secondes, il dit rien, puis après, il répète, il fait la même chose. Allez, dégage! Comme quoi, tu vois, c'est juste, je n'accepte pas ta réponse qui est en fait justifiable, qui est réelle. Ça ne me va pas. Puis, je sais pas si t'as remarqué, tu sais, en fait, c'est sûrement que c'est filmé vraiment avec une focale très très longue. Tu sais, les camions, tu vois même pas le fond derrière. T'as l'impression que c'est juste, tu vois ce que je veux dire? C'est comme une superposition de plein de camions, et puis t'as pas l'impression. Ah, c'est le bazar visuel. Exactement. Et puis ils ont tous des ampoules comme un sapin de Noël, tu vois, ils sont complètement... c'est ça, exactement. C'est un peu comme les Bosozoku avec leurs motos complètement décorées. T'as l'impression que les camionneurs japonais, ils font ça, ils surdécorent leurs camions. Tu sais, juste pour faire une illusion, à quoi ça me fait penser, c'est comme on a les plans superposés dans Space Adventure Cobra, quand Cobra marche en ville, il va dans les casinos, les love cafés. Ouais. Tu sais, il y a une superposition des néons, des panneaux d'affichage, des cafés, des bars. Et tu sais, il y a juste une absorption de néons et de couleurs et de lumière rouge. J'ai l'impression que c'était ça, ce plan des deux camions. C'est juste, on est complètement absorbé par la vie nocturne qui est complètement illuminée, quoi, dans cet embouteillage. C'est ça, là. En fait, on est vraiment dans le graphisme pur, tu vois. C'est plus du tout, il y a plus du tout de côté figuratif où, ok, ça c'est un camion, ça c'est une route, là c'est le ciel. Non, c'est juste, voilà, c'est des éléments graphiques qui sont plaqués comme ça les uns sur les autres, et ça marche trop bien, quoi. Vraiment, chapeau. Alors Basile, il y a un truc qu'on parle de temps en temps, une personne importante. Je crois qu'il faut qu'on parle un petit peu de Chigumi, qui est donc la fille d'Obayashi. Eh ben oui, c'est ça, la fameuse Chigumi, donc comme on l'a dit au début de l'émission, en fait, qui a finalement collaboré au scénario. Alors voilà ce que j'ai lu à ce propos. En fait, apparemment, la fille du réalisateur, en gros, a dit à son père, ce qui me gonfle dans les films d'adultes,
c'est que à chaque fois, c'est comme un peu limité. C'est-à-dire que c'est comme s'il n'y avait pas vraiment un imaginaire qui était suffisamment débridé, parce qu'il fallait à chaque fois que ce qu'on voit à l'écran, ça puisse être justifié, que ça puisse être expliqué. Et elle, finalement, ce qu'elle voulait, c'était représenter des trucs qui n'avaient tout simplement pas d'explication, quoi. Et c'est vrai que c'est ça qu'on retrouve dans le film et qui contribue à son caractère vraiment unique, singulier. C'est que tu sens qu'on ne s'embarrasse pas d'explications. Voilà. Puis tu sens ce côté vraiment très enfantin. Tu sais, des fois, les enfants, ils te racontent des trucs, tu te dis, mais d'où est-ce qu'il me sort ça? En fait, c'est juste qu'il faut le prendre tel quel. Je pense pas que ce soit une légende, ce truc de la fille du réalisateur qui aurait inspiré comme ça des petits bouts de scénario. Je pense que c'est vrai, honnêtement, parce que ça se ressent dans les idées du film. Et d'ailleurs, j'avais lu aussi que les producteurs de la Toho, qui étaient quand même plus audacieux à l'époque qu'ils ne le sont maintenant, quand ils ont reçu le scénario définitif, ils ont dit on comprend rien. Et ils ont accepté de le faire justement parce qu'ils comprenaient rien. Ils se sont dit ça va marcher, quoi. C'est peut-être pas des films rentables, mais ce sont des films qui sont plus importants que ça. Ce sont des films qui marquent notre histoire du cinéma, du 7e art. Il y a une expression anglaise qui s'appelle lightning in a bottle. Ça veut dire de la foudre dans une bouteille. C'est impossible à faire. D'où l'expression qui veut dire que ces films, comme Aozu, comme plein d'autres films, qui sont juste très difficiles et quasiment impossibles à reproduire leur ambiance, qui se passe dedans et comment ils sont, parce que souvent ces films ont été produits, réalisés avec souvent des maisons de production, des distributeurs qui sont un petit peu contre, mais là qui en avaient un petit peu rien à foutre à ce moment-là. Tu as dit vas-y, allez, c'est bon, Obayashi, réalise ton film parce qu'on n'arrive pas à trouver quelqu'un pour le faire, on sait pas ce que ça donnera, et puis il y a cette liberté créatrice. Donc bien sûr, ça permet de réaliser des films incroyables qu'on voit très rarement, quoi. Ouais, c'est bien dit, c'est vraiment l'expression et qui convient complètement, quoi. Et c'est vrai que House, honnêtement, c'est un film qu'il est difficile de vendre à quelqu'un, tu vois. Quand t'as envie de le conseiller, c'est vraiment difficile de vraiment trouver les mots pour convaincre la personne qu'il faut absolument qu'elle regarde, quoi. Nous, on est un peu des, on aime le cinéma, on est très sélectif, mais on est assez ouvert d'esprit. Oui, tu veux dire qu'on a un côté d'une part cinéphile, puis d'autre part on a un certain goût pour tout ce qui est un peu décalé, un peu étrange, un peu bizarre, quoi. Mec, moi autant que j'adore, comme je disais, du Aozu, tous les exemples que j'ai donnés précédemment, mais mec, tu me connais, moi je suis à fond du giallo, mais encore plus. Ah putain mec, c'est ça que je voulais dire. Et je voulais dire, alors ça aussi j'ai l'impression que c'est un truc que je répète à chaque podcast, mais j'ai senti un côté ultra giallo dans House. Je sais pas ce que t'en penses. C'est vrai ? Ah oui, surtout au niveau des couleurs, tu vois, au niveau des éclairages avec des couleurs très saturées, ça j'ai trouvé le côté giallo. Ok, pour être franc, je crois que tu le sens là, moi qui adore ce cinéma-là, qui en ai vu mais des blindes, qui en voit toujours aujourd'hui, j'adore les giallo modernes parce qu'ils sont filmés carrément, des fois tu dis mais c'est du midi DV, c'est quoi ça en 2020, c'est quoi ce bordel? Et je l'ai pas senti, je t'admets, je l'ai pas senti du tout, mais en effet il y a des codes qui se retrouvent, le code des couleurs, mais pour moi le giallo c'est très spécifique, c'est le tueur avec des gants noirs, il y a du trauma au niveau des yeux, il y a toujours du verre qui est cassé, il y a une femme qui est étranglée où on voit le plan serré sur les mains du tueur, donc ouais il y a pas mal de codes et je crois que je suis devenu un peu trop absorbé pour démarquer ces codes, tu vois ce que je veux dire, je connais tellement les règles qu'elles sont imbibées dans mon subconscient. C'est ça, j'allais dire, tu connais tellement par cœur les codes que tu... Ouais, je comprends. Bah oui, je comprends très bien. Mais j'allais dire en fait que je suis vachement fan aussi d'exploitation des films Mad Max italiens, quoi. Tous les films italiens où ils se sont dit on a tourné des western spaghetti ici, mais ça fait aussi post-apocalypse. Allez, hop, on va en tourner des 500. Et hop, on va faire Bronx Warriors 3, on va faire Les Nouveaux Barbares, Les Guerriers Modernes, Tenir Liberté 2 et 3. Allez, ça marche tellement, vas-y, on fait un 4. Non, laisse tomber, le 4 on le nomme autrement. Allez, on va l'appeler La Bête Foireuse, un truc comme ça. Bon, bref, j'adore ce cinéma-là, quoi. Et c'est pas que je me moque, absolument pas, quoi. Je respecte vraiment ce que font les mecs. C'est-à-dire que même si c'est évidemment extrêmement cheap, parce que le budget forcément implique que ce soit très cheap, et puis aussi parce que c'est un style assumé, n'empêche que le mec, voilà, il a pas chômé pour trouver plein d'idées, tu t'ennuies pas, quoi. En fait, c'est ça quand c'est réussi. Il se passe quelque chose, les acteurs s'amusent, ils sont peut-être pas les meilleurs, mais ils s'éclatent, ils se donnent à fond. Ouais. Et c'est des films où tu te marres parce que c'est spectaculaire, pas parce que c'est mauvais. Mais bref, pour revenir sur House, justement, n'a rien à voir avec tout ce genre-là. C'est vraiment une identité visuelle.
mais ce que je veux dire, et ça revient sur ce que disait Basile sur ce sujet de fermeture, c'est difficile à vendre parce que tu peux facilement le montrer à des gens qui vont constamment dire mais c'est quoi ce bordel, mais c'est quoi ce beans, mais c'est quoi ce bazar là, je comprends pas ce qui se passe. En fait, il y a une énorme appréciation parce que ce qu'on est en train de voir justement, c'est que t'as pas l'habitude de le voir, ça c'est assez unique. T'as l'habitude de le voir sur YouTube un montage vite fait, mais dans un film cinématographique qui continue pendant 1 heure et quelques, ça peut te surprendre tellement que tout a un sens en fait, malgré que t'as facilement l'impression qu'il n'y a pas de sens du tout, que c'est le chaos complet. Non, c'est ça, et puis en fait, quelque part, ça demande, j'en reviens à la métaphore un peu avec les drogues psychotropes, mais ça demande un certain lâcher-prise en fait. Ouais, absolument. Tu vois, c'est qu'il faut se détacher comme ça des habitudes de spectateurs qu'on a, où c'est vrai que dans les films quand même, la plupart du temps, hein, il y a un côté un peu linéaire, on s'attend à ce qu'il y ait une certaine structure, à ce que les choses se passent d'une certaine manière, et puis là c'est vrai qu'on sort complètement de ça, donc il faut encore une fois accepter que voilà, on n'est pas là-dedans, on est dans autre chose, et se dire ok, je suis un peu décontenancé, mais je vais rester quand même quoi. Et ça vaut le coup quoi, c'est ah ouais, ça vaut largement le coup quoi, vraiment. Ouais. どうやらファンタが心配で死にそうなの。D'ailleurs, pour la petite anecdote, si on parlait des circonstances dans lesquelles on a vu ce film pour la première fois. La première fois. Ah, c'était quoi? C'était en 2011, 2010? Et oui, en fait, je pense que c'est ça, c'était en 2011. Donc là, je brise le suspense. En fait, c'est un film qu'on a découvert ensemble, tous les deux, une fois n'est pas coutume. Ouais, je suis venu chez toi, Basile, un soir. Hein, donc voilà, on ramène de quoi boire, de quoi manger. On se pose, hein, et on s'est dit, écoute, il faut qu'on se fasse des soirées cinéma. Et tu m'as dit, mais ouais, absolument, voilà. Donc on s'est donné ce but, c'était, allez, on s'enchaîne 2 films d'affilée. L'occasion est née, donc dans ton salon, au canapé. Et la première séance, voilà, c'était bien sûr Aozu, que j'avais amené avec From Beyond. C'est un film fantastique horreur italien très connu, surtout la bande originale hein, qui est mémorable. Mais voilà, on a commencé avec Aozu. Tu sais, quand t'es dans un canapé, tu sais, tu glisses, tu te retrouves de plus en plus affaissé dedans, mais au bout d'un moment tu te relèves, tu sais, tu te redresses. Mais sauf que nous, on s'est pas bougé du tout. Donc pendant tout le film, on était complètement absorbé dans ce qu'on voyait, qu'on s'est retrouvé presque fondu, tu vois, devenu un avec le film. On s'est même pas bougé dans le canapé, quoi. En revoyant le film, là, pour le podcast, hein, je redécouvre des plans et des séquences ou certains plans que je voyais complètement différents et je me dis mais c'est incroyable quoi, tellement ce déluge d'images qu'en effet ce film paye absolument d'être revu plusieurs fois de suite quoi. Ah, c'est clair. Et puis alors un détail important, hein, c'est que je pense que à l'époque, quand on l'a vu il y a 10 ans hein, précisément, c'était certainement un fichier d'une qualité assez discutable, je pense. Et là, on a eu le bonheur de regarder ça dans une qualité nickel. Donc, comme on l'a dit, ça venait probablement du Blu-ray de la collection Criterion. Et franchement, c'est dans ces conditions-là qu'il faut absolument le voir, parce que c'est vrai que l'image est tellement riche qu'il faut absolument le voir dans une qualité irréprochable. Nous, on vous conseille vivement Criterion. Bon, bref, comme vous voulez pour l'obtenir. Hein. Il y a des moyens gratuits. Voilà, on va pas s'apesantir sur le sujet. Ouais. Mais... N'empêche que si vous voulez payer, la version Criterion a pas mal de bonus intéressants dessus. Donc ça, c'est cool. Et ça, c'est toujours galère à trouver gratos sur le web. Donc moi, en tout cas, je conseille la version Criterion. Bref. Alors, nous sommes pas du tout sponsorisés par Criterion. Hein, donc, non, on pourrait croire, mais c'est pas le cas. Absolument pas. Bon, et comme d'habitude, Basile, tu notes combien de chats blancs sur 50? Sur 50, oh putain. Excuse-moi, je voulais dire 52. Je sais pas si je vais parler en chat blanc, je vais peut-être parler en pastèque. Parce que je sais pas si tu te rappelles, il y a tout un délire avec la pastèque aussi. Et d'ailleurs, tu fais bien de le dire, parce que la pastèque est encore un de ces symboles entre l'ancienne et la nouvelle génération. Tout à fait. La nouvelle génération qui veut mettre la pastèque dans le frigidaire, le frigo hein, électrique. Ah oui, c'est vrai. Et pendant que la doyenne de la maison, l'ancienne génération dit non, on le fait à l'ancienne, on met une corde autour de la pastèque. On la met dans le puits. Et dans le puits, le frigo naturel d'époque. Exactement, voilà. C'est ça. Alors écoute, moi je mets sans hésiter 52 pastèques sur 52. Ah ouais, voilà. ouais. Là je crois que j'ai jamais mis une note pareille, mais là vraiment sans hésiter quoi. Ah non, pareil, moi c'est... je sais que c'est fou, on
n'a pas l'habitude, c'est toujours comme ça, quand tu donnes toujours un score entre 1 et 5, rare quand tu donnes 5, la fuck, quoi. Je donne absolument le max, quoi, 52, et Aozu, c'est un film à voir, c'est un film expérimental, et comme t'as dit, hein, il faut aimer ce type de film, parce que c'est, à mon avis, c'est soit un 52, soit un 0. Ah ouais, c'est tout ou rien, exactement, qui tout double. Cela conclut notre podcast, hein, Furio Max numéro 5, à la 5e bêta tape. Et puis, vas-y, je te propose de finir l'épisode sur la musique de Super Love Lotion. Oh, avec plaisir. Cool. Bon, voilà. Encore merci les auditeurs de nous avoir écoutés parler du niche, de l'ultra niche, de l'introuvable. Enfin là, pas aujourd'hui, hein, parce que là, on parle quand même de Aozu qui est devenu un grand culte. Je crois que même Aozu, si ça continue comme ça, Basile, on pourra plus le classer culte tellement que beaucoup de gens le connaîtront, quoi. Ouais, après, bon, justement, il a quand même ce côté improbable qui, à mon avis, l'empêchera de vraiment toucher un public si large que ça. Donc bon, voilà, il restera dans le domaine du culte, à mon avis. Allez, les auditeurs, on vous dit à la prochaine. Et puis, salut tout le monde. Ciao, Baz. Ça marche, à la prochaine, ciao.